Tout au long de l'année 2025 et jusqu'en 2026, une grande partie de l'attention portée à la stratégie de guerre de l'Ukraine s'est concentrée sur ses frappes en profondeur. À juste titre, ces frappes ont coûté des milliards à la Russie et affaibli la machine de guerre de Vladimir Poutine. Cependant, cette focalisation sur les frappes en profondeur signifie également que beaucoup ont manqué un changement en Ukraine. En fait, 3 changements, qui se combinent tous pour apporter une force croissante à l'Ukraine. Poutine est impuissant face à ce qui arrive, car l'Ukraine se renforce précisément au moment où les faiblesses de la Russie sont exposées. Tout cela, selon le professeur Darren Gerdas, qui est professeur titulaire en gestion à l'université Charleston Southern, en plus de diriger le département, explique le professeur Gerdas. La chaîne YouTube de Gerd affirme qu'un trio de retournements montre comment l'Ukraine aborde 2026 avec l'intention d'agir différemment dans sa lutte contre la Russie. Vous découvrirez ces 3 nouvelles stratégies au fil de la vidéo, la 3e étant cruciale pour la longévité de l'Ukraine. L'analyse de Gerda montre que l'Ukraine accroît sa puissance grâce à 3 nouvelles stratégies, et nous voyons des indices de cela dans les frappes à longue portée qu'elle mène. Gerda signale des attaques de drones contre une sous-station électrique à Moscou, des systèmes de défense aérienne en Crimée et d'autres frappes similaires, montrant que l'Ukraine agit différemment. Quelque chose qui équivaut à la première des 3 nouvelles stratégies du pays. Accélérer le développement de la technologie interne. Gerda souligne ce point, en évoquant les récents propos du ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, le 15 janvier. Sensornet a rapporté que Fedorov a déclaré que les 50 meilleures des 400 unités de drones ukrainiennes effectuaient 70% des frappes contre l'ennemi pendant la guerre. Fedorov a utilisé cet argument pour mettre en avant les possibilités à venir, en soulignant que le développement par l'Ukraine des 150 autres unités entraînerait un taux de perte catastrophique pour la Russie. Gerdas observe la même chose que Fedorov dans son commentaire. Le professeur estime que cela révèle un changement dans l'approche de l'Ukraine face à la guerre. Voilà, c'est le principe de Pareto, s'exclame Gerdas. Pour ceux qui ne le savent pas, le principe de Pareto est aussi connu sous le nom de règle du 20, qui stipule que 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. Le chiffre diffère pour les unités de drones ukrainiennes, mais l'essentiel est que ce principe s'applique. Et donc, les développer pour qu'ils deviennent encore meilleurs, et développer les unités de drones. Selon Gerdes, entre 5 et 10%, voire plus, de l'armée ukrainienne seront importants. Les 2 hommes ont des arguments à défendre. Aussi efficace soit-il, les opérateurs de drones ukrainiens restent une minorité au sein de l'armée. En février 2024, l'Ukraine comptait environ 20 000 opérateurs de drones pour la guerre. Ce chiffre a probablement augmenté, bien que certains aient pu être tués lors d'attaques russes. Cependant, il reste que ces 20 000 représentent une infime partie des 900 000 soldats actifs que compte l'armée ukrainienne. On pourrait doubler ou tripler ce nombre, mais les opérateurs de drones resteraient une minorité des forces armées ukrainiennes, même avec plus d'investissement dans leur formation en sécurité derrière les lignes. En semant le chaos chez les forces d'assaut russes, cela pourrait fortement accroître leurs pertes. Cette hausse du nombre d'opérateurs de drones s'explique par la priorité donnée par l'Ukraine à sa technologie. En tant que professeur de commerce, cela me réchauffe le cœur de voir notre travail asymétrique et la valeur qu'ils apportent à la guerre, déclare Gerdas. Il souligne que l'Ukraine, en multipliant les frappes asymétriques et cybernétiques, rend la guerre trop coûteuse pour la Russie, selon les souhaits de Poutine. Les pertes vérifiées de 35 000 soldats russes en décembre, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélées, ont toutes été filmées. L'Ukraine a développé des drones intercepteurs pour contrer les Shahed russes, et Zelensky prévoit qu'ils joueront un rôle clé dans la défense aérienne future. Selon Gerdas, l'Ukraine surpasse nettement la Russie dans l'utilisation de l'IA à son avantage, même dans ce domaine. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Ukraine a passé les dernières années à renforcer sa puissance et à développer sa technologie, au point qu'elle est devenue le genre de puissance militaire que Poutine a toujours craint qu'elle puisse devenir. Il y a ici une grande ironie. Poutine a justifié l'invasion de l'Ukraine en affirmant vouloir démilitariser le pays. Il a fait l'inverse. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a fait de l'ennemi de Poutine l'une des forces militaires les plus puissantes, avancées technologiquement et de plus en plus autosuffisantes au monde. L'industrie de la défense ukrainienne atteint environ 5 milliards de dollars depuis le début de la guerre et peut encore croître avec des investissements adaptés. Les drones fabriqués par l'Ukraine causent la plupart des pertes russes actuelles. En septembre, près de 60% des armes qu'utilisait l'Ukraine pour se défendre contre la Russie étaient à fabriquer localement.
C'est énorme pour un pays qui devait compter autant sur l'aide étrangère lorsque Poutine a lancé son invasion. Nous voyons ici la militarisation, déjà évoquée par Poutine, s'accélérer à un point où la Russie ne peut plus l'arrêter. Les résultats sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Un nombre record de soldats russes sont tués par les drones à courte portée de l'Ukraine. L'Ukraine frappe des cibles à longue portée, dont des raffineries et stocks militaires essentiels à l'acheminement russe de troupes et matériel. L'évolution stratégique de l'Ukraine réside dans son adaptation continue à la guerre, en internalisant au maximum la production d'armes et de technologies. Oui, elle reçoit toujours de l'aide de ses partenaires occidentaux, et cette aide est vitale, comme vous allez le découvrir dans un instant. Mais le pays gagne en autonomie, et devient ainsi de plus en plus immunisé face aux situations géopolitiques souvent turbulentes. L'accélération de la technologie interne a été majeure pour l'Ukraine, tout comme pour la deuxième des 3 stratégies. Mieux collaborer avec ses alliés pour approvisionner l'Ukraine plus efficacement et rapidement. Gerdas note que la Russie a aussi adapté ses stratégies, attaquant constamment les infrastructures énergétiques ukrainiennes cet hiver, ce qui marque un changement. C'est en partie grâce à cette stratégie que la Russie a réussi à priver environ la moitié de Kiev de chauffage et d'électricité. Cela cause des problèmes similaires ailleurs, et concerne plus les alliés de l'Ukraine que l'Ukraine elle-même. Juste avant que la Russie ne commence à soumettre les centrales électriques, les sous-stations et les installations de chauffage de l'Ukraine à une campagne de bombardement de près de 4 heures par des températures en dessous de 0, les alliés de l'Ukraine ont coupé les livraisons de systèmes de défense aérienne. Gerdas précise que ce n'est pas tout à fait exact. Le vrai problème était que les alliés n'ont pas assez fourni ou pas livré à temps les fournitures en Ukraine, comme il le souligne. Des rumeurs de Russie évoquent que la Russie pourrait bientôt viser les centrales nucléaires ukrainiennes. Selon le Kyiv Independent du 20 janvier, le ciblage des installations nucléaires aurait déjà débuté. La Russie prend une décision énorme et potentiellement catastrophique. Une catastrophe nucléaire pourrait résulter de cette approche, et c'est quelque chose que l'Ukraine doit éviter à tout prix. Elle réussit en consolidant ses chaînes d'approvisionnement avec ses alliés occidentaux. La relation entre l'Ukraine et la République tchèque en est un exemple parfait que Gerdas détaille. Le président tchèque Petr Pavel a annoncé que Prague fournira bientôt à l'Ukraine des avions de combat capables d'abattre des drones. Gerda déclare « Ces avions, qui seraient les jets subsoniques L-159, illustrent la manière dont l'Ukraine collabore avec ses alliés pour tenter d'obtenir ce type d'armes dont elle a besoin. Au lieu d'accepter tout ce que ses alliés proposent, nous disons qu'il faut essayer, car l'initiative tchèque semble déjà abandonnée. » Quelques jours après l'annonce de Pavel, Reuters a rapporté que le premier ministre tchèque, Andrej Babis, avait exclu la vente ou le don de ses avions à l'Ukraine. L'Ukraine a malheureusement dû repartir de zéro avec cette initiative. L'essentiel est l'esprit de cette initiative. Ce que nous voyons ici, c'est l'Ukraine qui essaie de travailler avec ses alliés pour obtenir ce dont elle a besoin, afin de combler les lacunes qu'elle ne peut pas combler seule. Face aux avions tchèques, l'Ukraine aurait riposté à l'usage accru par la Russie de drones d'attaque longue portée. En 2025, la Russie a lancé environ 55 000 drones contre l'Ukraine, ainsi que plusieurs milliers de drones leurres pour tromper les défenses ukrainiennes. Une faille a été découverte, et une tentative infructueuse de la combler a eu lieu. D'autres tentatives auront lieu. Ce changement de philosophie a aussi été constaté ailleurs. Prenez par exemple la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine, ou programme Pearl, créé à la suite d'une réunion le 14 juillet, entre le président américain Donald Trump et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Pearl permet aux alliés de l'Ukraine d'acheter des armes aux États-Unis et de les transférer directement à l'Ukraine, qui peut ainsi choisir les armes prioritaires à recevoir. Pensez-y comme à une liste de mariage, sauf qu'au lieu de demander des saucières et de la vaisselle. L'Ukraine reçoit des systèmes de défense aérienne, des missiles, des drones et d'autres équipements pour se défendre contre l'assaut russe continu. Se concentrer sur les besoins réels de l'Ukraine, plutôt que sur les suppositions de ses alliés, fait déjà une grande différence. Dans la nuit du 19 janvier, la Russie a lancé une nouvelle de ses frappes aériennes massives, visant les infrastructures énergétiques et civiles à travers l'Ukraine. Mais cette fois, l'Ukraine était préparée, littéralement, la veille de l'attaque. L'Ukraine avait reçu une livraison de missiles de défense aérienne, probablement pour ses systèmes patriotes, qu'elle a utilisés pour abattre la grande majorité des missiles balistiques et de croisières lancés par la Russie. L'Ukraine n'avait pas réussi à intercepter ces missiles aussi efficacement que le 19 janvier. Découvrez tout sur ces accomplissements dans notre vidéo, qui revient sur l'une des plus grandes nuits de la défense aérienne ukrainienne récemment. L'efficacité fait partie de la chaîne d'approvisionnement fournissant des armes et moyens de défense occidentaux à l'Ukraine.
Cette mention de l'efficacité nous conduit à la troisième stratégie actuelle de l'Ukraine contre la Russie. Comme mentionné plus tôt, le troisième point pourrait être le plus crucial pour la survie de l'Ukraine face à la Russie. La raison en est évidente à partir de la stratégie elle-même. L'Ukraine utilise son personnel plus efficacement que jamais auparavant, et l'exemple parfait de cette efficacité vient de la direction de Kopiansk. La Russie tente de prendre cette ville de l'oblast de Kharkiv depuis des mois. Cela à la fois parce que cela donne un levier lors des négociations de paix, et parce que cela peut être transformé en un nœud logistique. Cela sert les tentatives de la Russie de progresser plus profondément dans la région de Kharkiv, et de prendre le Donbass. Cependant, la Russie a peu réussi dans cette ville ces derniers mois, car l'Ukraine utilise ses soldats de façon bien plus efficace, explique Gerdas. De plus, il note qu'un article du Times a révélé que le ratio de pertes entre la Russie et l'Ukraine à Kopiansk est catastrophique pour Poutine. Pour chaque soldat que l'Ukraine perd, la Russie en perd un nombre stupéfiant de 27. Ces chiffres, confirmés par The Independent, indiquent aussi que l'efficacité de l'Ukraine a presque libéré Kopiansk des soldats russes. Actuellement, l'Ukraine contrôle une partie de la ville que beaucoup pensaient perdue en 2025 grâce à une utilisation plus efficace de ses soldats, que la Russie ne peut contrer. Gerdas tient à préciser que ce ratio incroyable n'est observé que dans la direction de Kopiansk. Cependant, la Russie perd bien plus de soldats qu'elle ne le devrait dans d'autres régions également. Prenez Pokrovsk comme exemple, une autre ville que Poutine est désespéré de capturer. Pokrovsk, attaqué par la Russie depuis près de 2 ans, voit la ligne de front russe frôler l'effondrement total à certains endroits. Cela s'explique par l'efficacité accrue de l'Ukraine dans l'utilisation de ses soldats. Des sources avancent que la Russie perd aujourd'hui 15 soldats pour chaque Ukrainien à Pokrovsk. Pour en savoir plus sur cette situation, regardez notre vidéo sur le sujet. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces ratios sont si importants. Gerdes en souligne une, déclarant « Normalement, on pourrait s'attendre à un ratio de 1 pour 2, voire 1 pour 3 au maximum, dit-il, en parlant de ce à quoi on devrait s'attendre en termes de taux de perte entre une force attaquante et une force défensive. » Il a raison. La règle du 3 contre 1 précise qu'un attaquant doit avoir 3 fois plus de force que les défenseurs pour gagner une bataille. Cela implique un taux de pertes attendu d'environ 3 pour 1, voire moins. Ce n'est pas le cas avec la Russie, car l'Ukraine élimine efficacement les soldats russes sans exposer les siens, sauf nécessité absolue. Les drones dont nous avons déjà parlé jouent ici un rôle énorme. Comme l'a noté Forbes le 16 janvier, l'Ukraine a constamment adapté sa stratégie pour faire face aux assauts russes. L'approche de l'Ukraine inclut la création de zones de destruction équipées de drones FPV. Ces drones détruisent souvent la plupart des assauts russes, avant qu'ils n'atteignent les fortifications visées par la Russie. L'Ukraine défend ces zones de destruction avec des escouades protégeant les fortifications contre toute percée. C'est encore une question d'efficacité. Pourquoi risquer un soldat pour une tâche réalisable par un drone ? La deuxième raison pour laquelle le rapport massif de pertes entre la Russie et l'Ukraine est important concerne un événement que l'Ukraine souhaiterait éviter. Aussi efficace que la défense de l'Ukraine ait été pour forcer Poutine à sacrifier ses soldats, l'Ukraine a elle-même subi de nombreuses pertes. Après 4 ans de combat, c'est naturel. Mais les pertes élevées de l'Ukraine lui posent des problèmes de main-d'œuvre. Selon CNN le 14 janvier, Fyodorov a révélé que l'armée ukrainienne manque d'effectifs. Près de 200 000 soldats sont absents sans permission ou portés disparus. Ce sont tous des soldats qui ont quitté leur poste sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de leur commandant. Dans les propres mots de Fyodorov, 2 millions d'autres Ukrainiens sont recherchés pour avoir évité le service militaire. La loi martiale en Ukraine interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays, bien que des dizaines de milliers l'aient fait. CNN affirme que d'autres partent légalement. Selon le Conseil de l'Atlantique en octobre, il mentionne l'assouplissement des restrictions de voyage pour les jeunes hommes de 18 à 22 ans. Quelques mois auparavant, son rapport avait déjà conduit 100 000 Ukrainiens à quitter leur pays en 2 mois. Il y a eu un exode de soldats potentiels d'Ukraine, aussi difficile que cela soit à entendre pour les soutiens du pays. Cependant, cela ne fait que renforcer l'importance pour l'Ukraine de trouver comment utiliser de la manière la plus efficace possible les soldats dont elle dispose. Les drones, surtout en zone de combat, semblent essentiels. Le fait que l'Ukraine contre les tactiques d'infiltration de la Russie en encerclant les infiltrés, comme nous l'avons vu à la fois à Kupiansk et à Bakrovsk, est également important. Plus l'Ukraine fera avec moins, plus elle tiendra face à une armée russe convaincue de gagner en sacrifiant plus de soldats.
Enfin, nous arrivons à la raison pour laquelle Poutine est incapable de faire quoi que ce soit face à ces 3 changements stratégiques que l'Ukraine montre actuellement. Tout cela tient à une différence d'état d'esprit, cruciale pour la capacité de l'Ukraine à infliger de lourdes pertes à la Russie, explique Gerd. L'Ukraine l'a compris profondément. Chacun a sa tâche, tout le monde n'est pas destiné à la trancher. Cela diffère beaucoup de la pensée russe, où tout soldat est considéré comme de la chair à canon à envoyer au front. C'est la barbarie contre la stratégie, l'asymétrie contre les tactiques d'usure héritées des jours de gloire des empires russes et soviétiques. La guerre moderne se mène autant avec la logistique, le renseignement, la formation, les communications, la résilience et le soutien qu'avec des fusils, conclut Gerdas. La véritable différence, c'est que l'Ukraine a compris que chacun, prêt à se battre, a sa place, même si ce n'est pas en première ligne. En misant davantage sur cette approche, on peut s'attendre à un déséquilibre en 2026. Les ratios de pertes sont dus au fait que l'Ukraine se concentre sur la technologie interne, rationalise ses relations avec ses alliés et utilise mieux ses ressources humaines que jamais auparavant. Quant à Poutine, son approche de la guerre qu'il a déclenchée a lentement broyé sa propre armée, et la Russie elle-même. La phase finale a commencé pour le président russe, car il s'est retrouvé dans une situation sans issue. L'escalade d'une guerre qui a dépassé son contrôle est devenue sa seule option. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, pour plus d'analyses sur la façon dont l'Ukraine s'adapte constamment à la guerre qui se déroule devant elle, plutôt que de mener la guerre que la Russie veut lui imposer. Et merci de nous avoir regardés.